Dans le silence infini du Wyoming, Michael coupa le moteur de son vieux Ford. Le dernier gémissement de la suspension résonna comme un soupir d'adieu avant que le calme absolu ne s'installe, lourd, presque palpable. C'était un silence né de la rouille, de la poussière et des décennies d'abandon, celui d'un lieu oublié, avalé peu à peu par la nature. Devant lui s'étendait Silver Creek, un ancien bourg minier que la fièvre de l'or avait consumé avant de le rejeter, ne laissant qu'un squelette de bois et de métal. Pour les autres, ce n'était plus qu'un fantôme. Pour Michael, c'était une promesse, celle d'un royaume de solitude. Il ouvrit la portière du camion, les gonds grinçants protestèrent. Ses bottes s'enfoncèrent dans la terre dure et caillouteuse. Il resta un moment immobile, le vent sec lui fouettant le visage, comme pour s'assurer que ce lieu perdu l'acceptait enfin. À 43 ans, Michael avait le corps d'un homme façonné par la fatigue et les intempéries, grand, sec, chaque muscle tendu par des années de survie plus que de vie. Ses cheveux bruns, piquetés d'argent sur les tempes, rappelaient la neige sur les cimes lointaines. Sa barbe taillée encadrait une mâchoire ferme, marquée par le poids du passé. Mais ses yeux d'un bleu profond, presque douloureux, trahissaient une douceur obstinée, celle d'un homme qui refusait encore de céder entièrement à la dureté du monde. Sous sa veste de cuir usé, moulée à sa silhouette comme une seconde peau, il portait une chemise à carreaux bleus et gris, vêtement simple d'un homme qui cherchait moins à vivre qu'à tenir debout. Il avait acheté ce coin de désert lors d'une vente aux enchères, une poignée de dollars échangés contre ce qu'un banquier avait appelé une propriété désaffectée. En vérité, ce n'était qu'un ensemble de ruines, 3 bâtiments à demi écroulés autour d'un puits de mine béant. Une cabane principale encore debout par miracle, un entrepôt éventré, et la gueule noire de la mine, un trou dans la terre comme une cicatrice qu'aucune lumière n'osait sonder. Mais pour Michael, c'était assez. C'était son refuge. Un lieu où personne ne poserait de questions, où les bruits du monde s'arrêteraient à la lisière du vent. Il fuyait les supermarchés où un simple bocal brisé faisait battre son cœur comme un tambour de guerre, les regards compatissants, les « comment allez-vous » vides de sens. Ici, il voulait ensevelir la guerre. Celle qu'il avait laissée derrière lui en 2004, et qui pourtant ne l'avait jamais quitté. Un léger gémissement interrompit ses pensées. Michael se tourna vers le siège passager. Hope, sa chienne berger allemand de 6 ans, le fixait, oreilles dressées, impatiente de descendre. Il ouvrit la portière, et elle sauta avec la souplesse d'un fauve. Son pelage, mêlé d'argent et de blanc, luisait dans la lumière pâle du soir, presque irréelle. Elle posa son museau contre sa jambe, et il sentit cette pression familière qui, depuis des années, l'empêchait de sombrer. « Eh bien, ma belle » murmura-t-il d'une voix rauque, « nous y voilà. » Il caressa son encolure. Pour la première fois depuis longtemps, ces mots chez nous prirent un sens. La première heure fut parfaite. L'air froid purifiait ses poumons. La solitude avait le goût de la paix. Michael fit le tour de la propriété, Hope trottant tranquillement à ses côtés. Il inspecta le hangar à moitié effondré, nota l'odeur de pourriture et se promit d'abattre le reste du toit avant les neiges. Il posa une main sur les rondins de la cabane, rugueux, solide. Son abri. Son fort. Peu à peu, la tension dans sa poitrine céda, remplacée par un calme fragile. Il déchargea la camionnette, bidon d'essence, boîte de vivres, outils, livres, un générateur. Chaque objet transporté dans la cabane irriguait un mur invisible entre lui et le monde extérieur. Le soleil glissait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances violettes et cuivrées. C'est alors que tout changea. Hope, jusque-là tranquille, se figea. Ses oreilles frémirent, sa tête se pencha, son regard se fixa. Un grondement imperceptible monta dans sa gorge. « Qu'est-ce qu'il y a, ma fille » demanda Michael en posant la caisse qu'il tenait. Elle ne répondit pas, bien sûr. Elle fit quelques pas raides, le corps tendu, le nez vibrant, fixé sur un point précis, la mine. Cette bouche d'ombre, béante à 50 mètres de là, semblait l'appeler. Hope gémit, cette fois plus fort. Michael sentit la chair de poule lui courir le long des bras. Il connaissait ce son. Ce n'était ni l'aboiement du jeu, ni le cri de la peur ordinaire. C'était son signal. Son avertissement. En une seconde, la paix s'évapora. Le soldat en lui reprit le contrôle. Tous ses sens s'aiguisèrent comme des lames. Le vent, les pierres, les ombres, tout redevint une carte vivante où le danger pouvait se tapir. Il scruta le paysage, rien. Mais le silence n'était plus le même. Il était chargé, comme si quelque chose retenait son souffle. Hope se mit en marche vers la mine,
se retournant à intervalles réguliers pour s'assurer qu'il la suivait. Ses yeux lançaient un ordre clair, « Viens ». Mickaël s'essuya les mains sur son jean et la rejoignit, pas après pas, chaque mouvement calculé. Ses bottes effleuraient à peine le gravier. À mesure qu'il approchait, un parfum étrange lui parvint, discret, presque étouffé par le froid. De la fumée de bois. Pas celle d'un feu de forêt, non, celle d'un foyer. Un feu entretenu par une main humaine. Il sentit son estomac se contracter. Son regard glissa vers le sol, et il vit ce qu'il redoutait, une empreinte partielle, à moitié effacée par le vent. Pas la sienne. Quelqu'un était ici. Le cœur battant, Mickaël s'arrêta à l'entrée de la mine. L'air qui en sortait était plus chaud que celui du soir, saturé de fumée et d'une autre odeur, humaine. Aube grondait doucement, ses muscles tendus, ses crocs à demi découverts. D'un geste calme, il posa la main sur son cou, l'invitant à rester immobile. Puis, du noir profond de la galerie, quelque chose bougea. Une ombre se détacha, se sculptant peu à peu à la lumière mourante. C'était un homme plus jeune que lui, peut-être 35 ans, les traits taillés à la serpe, marqués par la fatigue et la défiance. Ses yeux sombres, brûlant d'une détermination farouche, se plantèrent dans ceux de Mickaël. Sa stature n'avait rien d'imposant, mais sa présence remplissait l'espace, celle d'un être qui n'avait plus rien à perdre. Il portait des vêtements simples, un manteau râpé, un sac jeté sur l'épaule, et dans ses mains, la trace d'un travail rude. Ses lèvres étaient gercées, mais son regard, lui, ne tremblait pas. Mickaël sentit sa propre respiration ralentir. Ce face-à-face, muet, dura une éternité. 2 survivants. 2 hommes que la guerre ou la vie avaient dévorés à sa manière. « Je ne veux pas d'ennui », dit enfin Mickaël, sa voix grave se fondant dans le vent. « Moi non plus », répondit l'autre, d'un ton rauque, comme s'il avait oublié ce que parler voulait dire. Hope, toujours en alerte, fit un pas en avant. « Retiens-la », ordonna doucement l'homme. « Pas la peine de réveiller les morts. » La phrase, étrange, suspendit l'instant. Mickaël cligna des yeux. « Les morts » répéta-t-il. L'autre esquissa un sourire las. Ce lieu n'a jamais vraiment été vide. Un frisson remonta le long de l'échine de Mickaël. Le vent s'engouffra dans la mine, produisant un gémissement long et creux, presque humain. Le jeune homme tourna légèrement la tête vers les ténèbres. « Il y a quelque chose ici », murmura-t-il. « J'ai essayé de partir. Mais elle ne veut pas. » Mickaël sentit le froid s'infiltrer dans ses os. L'air semblait vibrer, comme si la montagne elle-même écoutait. Hope gémit, les yeux rivés sur la bouche noire du tunnel. Mickaël suivit son regard, et soudain, il crut voir un mouvement à un éclat pâle, fugitif, comme une lueur respirant au fond des ténèbres. Le jeune homme recula d'un pas. « Vous ne devriez pas rester. Ce que vous cherchez ici, n'est pas le silence. » Mais Mickaël, ancré dans la terre, sentit au contraire qu'il était enfin à la place exacte où le destin voulait le ramener. La guerre, la solitude, la fuite, tout menait à cet instant. Il posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Alors, dis-moi, dit-il d'une voix basse. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » L'autre détourna les yeux, la mâchoire crispée. « Pas quoi. » Qui ? Un battement de cœur plus tard, le vent se leva, projetant dans l'air un écho venu du fond de la mine, un soupir, une plainte, ou peut-être un nom oublié. Hope recula, poil hérissé. Mickaël sentit son pouls cogner dans ses tempes, mais il ne bougea pas. Dans ce souffle venu d'en bas, il reconnut quelque chose d'étrangement familier, un appel. Le silence qu'il avait voulu acheter venait de se briser. Et sous les ruines de Silver Creek, quelque chose s'éveillait. Les ombres de Silver Creek. Les vêtements usés qu'il portait ne pouvaient rien contre le froid qui approchait. C'était Matteo, le père de la famille Castillo. Il ne dit pas un mot. Ses mains, vides, restaient légèrement écartées de son corps, mais tout en lui criait la même chose, protégé. Il s'interposa entre Mickaël et les profondeurs obscures de la mine, tel un rempart humain, silencieux et désespéré. 2 hommes se faisaient face alors que le dernier souffle de lumière s'éteignait derrière les collines, le soldat et le réfugié. Le regard de Mickaël, formé à jauger les menaces, ne vit ni arme ni signe d'agression, seulement une peur brute, acculée, presque animale. Quant à Matteo, son univers s'était réduit à un seul impératif, défendre les siens. Devant lui, il ne voyait pas un homme, mais une figure d'autorité, un maître, un danger susceptible de leur arracher le dernier refuge qu'ils avaient trouvé.
Le silence qui s'étira entre eux devint une frontière invisible, tendue de méfiance et d'angoisse. Dans la pénombre naissante, la terre froide de Silver Creek était un champ de bataille sans armes où les respirations étaient des balles et les gestes, des traits fragiles. Michael restait immobile, les muscles bandés. En lui, deux instincts se disputaient le contrôle. Le soldat, dressé par des années de conflit, voyait une menace possible, une intrusion sur un territoire qu'il voulait invioler. Mais l'homme, celui que la guerre avait brisé, celui qui avait vu trop de visages marqués par la souffrance, voyait autre chose, la posture farouche d'un père prêt à mourir pour ses enfants. Un regard qui transcendait les langues, les drapeaux et les frontières. Les yeux sombres de Matteo ne contenaient ni haine ni colère, seulement cette peur viscérale d'un être acculé, prêt à tout pour survivre. Puis, comme pour apaiser les cieux, une silhouette émergea des ténèbres de la mine. Une femme s'avança doucement et posa la main sur le bras de Matteo, un geste calme et ferme à la fois. C'était Elena, la mère. Sous ses vêtements élimés et la fatigue qui lui creusait le visage, elle gardait une grâce naturelle, une beauté effacée mais indéniable. Ses traits, salis par la poussière et marqués de cernes, conservaient l'éclat d'un temps révolu. Ses longs cheveux sombres, noués simplement, encadraient un visage d'une douceur farouche. Mais c'étaient ses yeux grands, sombres, suppliants et qui frappèrent Michael de plein fouet. Il y eut une histoire d'exil, de faim, d'épuisement, mais surtout une force indomptable. « Please » murmura-t-elle d'une voix tremblée, presque chantée, que le vent semblait porter. Son anglais était hésitant, teinté d'un accent étranger, mais son intention était limpide. « Nous ne voulons pas de mal. Nous ne savions pas que cet endroit appartenait à quelqu'un. » Matteo lui lança un regard inquiet, presque réprobateur, mais elle ne céda pas. Elle était la médiatrice, la voix qui, depuis des mois, négociait avec un monde sans pitié. L'homme, balbutia-t-elle en cherchant ses mots, celui qui devait nous guider, il nous a laissés. Nous lui avons tout donné. Il devait nous conduire jusqu'à la ville, jusqu'à un lieu sûr. Michael ne répondit pas, mais son regard se fit moins tranchant. Il écouta. Peu à peu, Elena reconstitua leur histoire, morceau par morceau, entre silence et souvenirs brisés. Ils avaient fui le Honduras, abandonnant tout pour échapper au dilemme mortel que leur imposaient les gangs, la violence ou la soumission. Pendant des mois, ils avaient marché, franchi des frontières, survécu à la faim, aux tempêtes, à la peur. Ils avaient placé leur dernière espérance dans un passeur, un coyote qui leur avait promis un avenir. Mais près de la frontière, tout avait tourné au cauchemar, des phares au loin, des sirènes, la panique. L'homme s'était enfui avec leur argent, leur laissant une carte froissée et un mensonge, cachez-vous dans les anciennes mines. J'irai vous chercher. Il n'était jamais revenu. À mesure qu'elle parlait, deux petites têtes se glissèrent timidement derrière ses jambes. Le premier, un garçon d'une dizaine d'années, Carlos, tentait d'imiter la posture droite de son père. Ses petits poings étaient serrés, sa mâchoire contractée mais ses yeux, larges et effrayés, trahissaient son âge. Accrochée à l'autre jambe d'Elena se tenait une fillette de 6 ans à peine, Sofia. Sa chevelure emmêlée tombait sur un visage fin et pâle, où deux yeux immenses cherchaient l'air autant que la lumière. Mais ce n'était ni sa fragilité ni sa peur qui frappèrent Michael, c'était le bruit. Un souffle râpeux, presque imperceptible, un sifflement discret à chaque respiration. Un son qu'il reconnut immédiatement. En un instant, le froid du crépuscule du Wyoming s'effaça. Il n'était plus à Silver Creek, mais dans les ruines brûlantes d'un marché à Fallujah. L'année 2004. L'air, saturé de poussière et de cris. Il se revit, jeune soldat, agenouillé près d'une fillette coincée sous un étal effondré. Elle avait les mêmes yeux que Sofia. Les mêmes respirations haletantes. Le même bruit et cet horrible râle de poumons noyés dans la peur et la mort. Il n'avait pas pu la sauver. Ce son-là, celui d'une vie qui s'éteint lentement, était devenu la musique de ses cauchemars depuis 20 ans. Michael tressaillit, imperceptiblement. Sa mâchoire se crispa. Elena le vit et se tut aussitôt, tirant ses enfants contre elle. Matteo, croyant percevoir une menace, se raidit à son tour. Mais Michael ne voyait plus ni eux ni la mine. Il voyait son échec, son passé, le poids de ses propres fantômes. Il avait acheté Silver Creek pour fuir tout cela, pour enfouir la guerre sous une montagne de silence. Et voilà que, dans la première heure de son exil, le passé était revenu, incarné dans le souffle fragile d'une enfant malade. La colère qu'il ressentait s'évapora, remplacée par cette douleur sourde qu'il portait depuis des décennies.
Il n'avait pas pu sauver la fillette d'autrefois. Mais aujourd'hui, il pouvait choisir. Il pouvait se cramponner à son droit d'être seul, de chasser ses intrus, de protéger sa forteresse. Ou bien, il pouvait ne pas répéter l'histoire. Le combat intérieur fut bref. L'instinct du soldat céda la place à celui, plus ancien, du protecteur. Sans un mot, Michael fit un pas en arrière. Lentement, il leva les mains, paumes ouvertes, un geste universel de paix. Puis il détourna le regard, brisant le fil tendu entre leurs yeux. L'affrontement invisible prit fin. Il marcha vers sa camionnette, chaque geste mesuré, conscient du poids des regards derrière lui. Il ouvrit la portière, saisit un carton parmi ses provisions initiales, et revint vers la mine. À une vingtaine de pas de l'entrée, il déposa la boîte sur le sol. À l'intérieur, un gallon d'eau, quelques boîtes de chili et de haricots, un sac de riz, et un petit coffret rouge ou une trousse de premiers secours contenant des pansements, des désinfectants et une bouteille d'aspirine. Il leva les yeux une dernière fois. Elena le regardait, les larmes aux yeux, incapable de parler. Matteo, figé, oscillait entre méfiance et stupeur. Et Sofia. Sofia, avec son souffle saccadé, semblait écouter le monde reprendre vie autour d'elle. Michael se détourna et regagna sa cabane. Hope, sa chienne, trottinait à ses côtés, silencieuse. Il referma la porte d'un geste ferme. Le bruit sourd du bois résonna dans la solitude. Le silence revint. Mais ce n'était plus le même. Il était plus lourd, traversé du battement invisible de 4 autres cœurs. Son royaume de solitude comptait désormais 5 âmes et ses frontières n'étaient plus sûres. Dans la nuit glaciale, une vérité fragile, muette, se posa sur Silver Creek, personne ne peut régner seul très longtemps sur le silence. Les 2 jours suivants s'écoulèrent comme dans un équilibre précaire. 2 mondes séparés partageant le même souffle. Le matin, Michael travaillait dès l'aube, s'acharnant sur le toit de sa cabane, réparant les planches, sciant du bois, redonnant vie au vieux générateur dont la toux mécanique brisait le mutisme de la vallée. Chaque tâche était une armure contre les pensées. Mais chaque matin aussi, sans un mot, il laissait un peu de ses propres vivres au bord du sentier, une boîte, un bidon, un signe muet qu'il voyait encore, qu'il comprenait. Dans les profondeurs de la mine, la famille Castillo survivait et dans la cabane voisine, Michael apprenait de nouveau à écouter. Chaque bruit de pas, chaque éclat de voix d'enfant porté par le vent, lui rappelait que la vie, malgré tout, cherchait toujours son chemin, même au cœur du désert de l'oubli. Et peut-être, pensa-t-il un soir en fixant les braises dans l'âtre, que c'était cela, le véritable retour du soldat, non pas la victoire, mais le courage de tendre la main. Sur une dalle plate, à mi-chemin entre la cabane et l'entrée de la mine, quelque chose tenait sa place comme une ombre immobile. Lorsqu'il revenait de son travail, ils avaient disparu. Il ne vit jamais la famille. Il ne cherchait pas à se montrer. Ils étaient devenus des spectres dans son village fantôme, leur présence se devinait seulement par de légers frémissements du vent et par ces regards inquiets que l'on posait, parfois, vers l'obscur trou béant de la mine. Le 3e matin, le ciel avait pris une teinte laiteuse, comme si quelqu'un avait passé un voile sur le soleil, et l'air était lourd, immobile, chargé d'un froid mordant qui semblait s'insinuer jusqu'aux os. Michael avait posé sa petite radio météo à pile sur une caisse pendant qu'il triait des outils dans l'entrepôt délabré. La voix métallique de l'annonceur se détachait, sèche et distante, sur la nappe de silence qui régnait dehors. Une chute importante de la pression barométrique est enregistrée sur l'ensemble de l'État, annonça la voix toute droite sortie d'un autre monde. Les habitants du bassin de Bighorn et des zones montagneuses avoisinantes sont invités à se préparer à un événement hivernal historique. Les prévisionnistes prévoient des cumuls de neige records, des vents soutenus dépassant 50 miles à l'heure et des facteurs de refroidissement dangereux pour la vie humaine. Ce n'est pas une tempête d'hiver habituelle. Les déplacements seront impossibles. Nous répétons, les déplacements seront impossibles. Michael laissa tomber une clé rouillée. Il regarda par la vitre crasseuse, le paysage, étrangement immobile, semblait prêt à se laisser ensevelir. Il avait vu ce visage de la nature avant, dans les montagnes d'Afghanistan, une force brutale, soudaine, capable d'effacer la mémoire d'un lieu sous un manteau blanc. Le message de la radio n'était pas une exagération journalistique, c'était un fait nu, implacable, un monstre de neige et de glace approchait. Sa pensée, d'un coup, glissa des tâches quotidiennes vers la mécanique de la survie. Il compta silencieusement le carburant qu'il avait, le pain qu'il restait, l'étanchéité de la cabane. Puis, comme un ressort qui se tend, son regard se tourna vers la mine.
Il pensa au petit enfant qui sifflait et toussait, enfoui dans l'humidité noire et froide du seuil. Le poids de cette pensée lui imposa une tension dans la poitrine. Hope, qui reposait près de l'entrée de l'entrepôt, leva la tête. Un grondement bas monta de sa poitrine, et le poil le long de son échine se hérissa. Doucement, ma fille, murmura Michael, mais il avait entendu, lui aussi, ce son un vrombissement d'un moteur lisse et puissant, trop moderne pour la vieille Ford d'un rancher. Il alla à la porte, posa une main rassurante sur le dos de la chienne. Au loin, sur la piste envahie par les herbes hautes qui servaient de chemin, un véhicule approchait. Un SUV noir, propre, poli et ses vitres teintées reflétaient le ciel pâle et menaçant, il avait l'air étranger dans ce coin abandonné du monde, comme une tache de bureaucratie glacée déposée sur un décor de ruines et de rouille. Il s'immobilisa à une trentaine de mètres de la cabane. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la portière côté conducteur s'ouvrit. Homme sorti du véhicule ne ressemblait en rien à Michael. C'était l'agent Thompson, la trentaine passée, silhouette athlétique malgré son costume officiel, veste bleu marine frappée du sceau du Department of Homeland Security. Sa coupe de cheveux, très courte, laissait voir les lignes acérées de sa mâchoire. Rasé de près, il arborait un masque de confiance professionnelle, mais c'étaient ses yeux, vifs, pénétrants, qui trahissaient son vrai métier, l'évaluation permanente, la chasse aux détails. Ils balayèrent la propriété, notant chaque fissure, chaque tôle manquante, chaque empreinte. Il marchait avec l'énergie nette de quelqu'un qui croit fermement à sa mission, la démarche d'un homme persuadé qu'il mérite un grade, une récompense, le type d'homme prêt à tout pour obtenir des résultats. « Bonjour », appela Thompson d'une voix polie mais ferme qui portait dans l'air immobile. Agent Thompson, Immigration and Custom Enforcement. Il avait déjà consulté les registres fonciers. Michael tapota une dernière fois le cou de Hope, prit une inspiration et fit un pas vers l'homme, s'arrêtant à une distance respectueuse mais déterminée de 10 pas. Il hocha la tête une fois, simple salut d'après-midi. Thompson feignit un sourire mince, mais son regard se fixa sur l'entrée de la mine, s'attardant une fraction de seconde de trop. Nous avons reçu des signalements anonymes concernant des squatteurs, des traversées illégales, des cachettes dans certaines de ces anciennes concessions minières. Vous êtes le nouveau propriétaire, je voulais juste vérifier si vous aviez remarqué quelque chose d'inhabituel. La question sonnait détendue, mais son fil était tranchant. Michael resta une statue calme. C'est tranquille, dit-il, de sa voix grave. Juste moi et mon chien. Thompson répondit d'un ton qui n'était pas convaincu, vous me permettez de faire un tour, pour être sûr? Le gouvernement prend ces signalements au sérieux. Michael sentit, à cet instant précis, tout le poids des hommes cachés dans la nuit de la famille enfermée dans la mine reposait sur le choix qu'il allait faire. Il redressa légèrement la colonne, sa présence devenant aussi solide que les montagnes qui se dressaient derrière lui. C'est une propriété privée, agent, dit-il calmement, mais avec une raideur d'acier qui titillait sous sa voix. Je respecte votre travail, mais je respecte aussi ma vie privée. Si vous voulez fouiller, revenez avec un mandat. Le masque courtois de Thompson se resserra, au fond de ses prunelles une lueur prédatrice apparut. Il avait imaginé un civil docile, pas un homme taciturne qui connaissait ses droits et qui savait les énoncer. Un silence fit comme une vague, les deux hommes se jaugeaient, pesant risque et récompense. Finalement, Thompson fit un hochement imperceptible. Il avait perdu ce round. Compris, dit-il, sec et froid. Il se dirigea vers son SUV, les mouvements raides de la frustration. Avant de s'installer, il se retourna. Un homme comme vous qui achète un lieu comme celui-ci, vous voulez qu'on vous fiche la paix, non? Sa voix prit un ton plus personnel, plus menaçant. Mais cette enquête n'est pas close. J'y reviendrai, Michael. Et la prochaine fois j'aurai les papiers. Il claqua la porte, le bruit creux résonna comme un verdict. Le véhicule partit, soulevant un panache de poussière qui retomba lentement dans l'air figé. Michael resta immobile, à regarder la silhouette disparaître, et quand elle eut disparu, le silence qu'elle laissa derrière elle sembla plus lourd, plus chargé encore qu'auparavant. Il avait l'impression de se trouver au centre de deux tempêtes convergentes, l'une, élémentaire et blanche, une tempête de neige qui menaçait d'ensevelir le monde, l'autre, faite d'ambition et d'autorité, capable d'éclater la fragile sécurité où s'abritait une famille vulnérable. La promesse non dite qu'il avait faite, protéger ceux qui n'avaient pas de voix, devint un fardeau palpable sur son âme. Ce qui allait commencer n'était plus une simple prévision météorologique, c'était un siège. La tranquillité originelle qu'il avait cherchée avait été rompue. La paix avait pris une coloration électrique,
comme la tension avant un éclair. À peine l'ombre du SUV avait-elle cessé de trouer l'horizon que Michael se dirigea d'un pas décidé vers l'ouverture noire de la mine. Sa décision fut nette, il ne pouvait pas abandonner ses gens. Il n'en avait pas le droit. Le fantôme du souvenir d'une petite fille, en 2004, brûlait encore en lui comme une ancienne blessure, il n'accepterait pas d'être simple spectateur cette fois. Hope sentit le changement chez lui. Ses oreilles, jusque-là abaissées par l'anxiété, se redressèrent, elle le suivit, la queue qui oscillait d'un mouvement hésitant, prête à répondre à l'appel silencieux de la loyauté. Quand Michael se tint devant l'obscurité de la galerie, il ne déposa pas seulement de la nourriture et des couvertures, il parla. Sa voix, dans l'air humide et frais du tunnel, résonna avec une timidité contenue mais prononcée. « Matteo ? C'est Michael. J'arrive. » Il y eut un battement de silence tendu, puis une voix rauque, pleine de méfiance, répondit depuis l'ombre. « Pourquoi ? » « La tempête arrive, dit-il, sans émotion apparente, comme on aimait une vérité simple et nécessaire. Une grosse. Vous n'en sortirez pas dehors. Et cet agent, il reviendra avec un mandat. » Un souffle, un glissement, et la silhouette de Matteo se dessina, d'abord vague, puis plus nette, éclairée par un maigre halo que Michael n'eut pas de peine à imaginer, une figure creusée par la peur, mais aussi par la détermination de ceux qui protègent. Au-delà, il devina l'odeur de la terre humide, la transpiration, le froissement des tissus fatigués et le souffle court d'un enfant malade. Il sentit son propre cœur se serrer, puis se durcir en une résolution nouvelle. Il savait que les heures qui venaient exigeraient plus que de la compassion, elles demanderaient du courage, des décisions rudes, un sacrifice résolu. Il n'y a pas de héros dans ces moments, pensa-t-il, il n'y a que des choix. Et Michael décida. Il rentrerait la viande, scellerait les fenêtres, partagerait ses réserves. Il irait réclamer la chaleur, allumerait un poêle supplémentaire, ferait ce qu'il fallait pour qu'un enfant respire mieux. Et si Thompson revenait avec des papiers, il se tiendrait sur ses positions, il ne trahirait pas l'abri qu'ils avaient trouvé. La tempête pourrait venir, puissante, implacable, la loi, elle aussi, viendrait peut-être frapper à la porte. Mais là, au seuil de l'obscurité et du froid, il fit un serment silencieux. Tant que les montagnes tenaient leur garde et que Hope restait à ses côtés, il ne laisserait pas la peur décider de leur sort. Dans la pénombre du crépuscule, Michael sentit le silence s'épaissir autour de lui, chargé d'une tension muette. « Vous devez être prêt, dit-il d'une voix calme mais inflexible. Un froissement de pas répondit. Matteo apparut dans l'embrasure du tunnel, le visage encore marqué par la fatigue, mais traversé d'une lueur nouvelle, celle d'une compréhension réticente, d'un homme qui accepte à contre-cœur l'inévitable. Elena le suivait, serrant contre elle les deux enfants. La respiration de Sofia, plus sifflante que la veille, emplissait l'air d'un son fragile et inquiétant. « Je dois voir votre abri, » déclara Michael, le ton ferme, professionnel. « Il faut savoir avec quoi nous travaillons, pour le rendre sûr. » Matteo hésita, ses yeux cherchant ceux d'Elena. L'idée de laisser un étranger pénétrer dans leur dernier refuge, ce mince rempart entre eux et l'oubli, semblait insurmontable. Mais le regard suppliant d'Elena, et les halètements douloureux de Sofia, tranchèrent le silence. D'un signe à peine perceptible, Matteo acquiesça. Michael les suivit dans l'obscurité du tunnel, Hope trottant à ses côtés, silencieuse et alerte. L'air à l'intérieur était froid, saturé d'humidité, chargé d'odeurs de terre, de pierre, et de ce léger parfum de fumée qui trahissait une présence humaine. Le passage s'élargissait en une petite cavité naturelle, assez vaste pour que 4 personnes puissent s'y allonger côte à côte. Au centre, un feu vacillant brûlait dans un cercle de pierre, son maigre souffle s'échappant à travers une fissure étroite dans la roche. Des couvertures râpées, posées sur le sol dur, servaient à la fois de couche et de protection contre le froid mordant. C'était une vie misérable, un combat silencieux contre l'air glacial et la poussière fine qui recouvrait tout d'un voile grisâtre. Le regard de Michael s'arrêta sur Sofia. La fillette tremblait malgré le châle mince qui la couvrait, son visage pâle trahissait l'épuisement, et ses yeux sombres, cerclés d'ombre, brillaient d'une fièvre contenue. Le sifflement constant de sa respiration le glaça plus encore que le souffle du vent. Il savait, avec la certitude désespérée d'un homme qui a trop vu la mort, qu'elle ne survivrait pas au blizzard dans ces conditions. « Ce n'est pas suffisant, » dit-il gravement en se tournant vers Matteo. « Cet endroit ne tiendra pas quand la tempête frappera. » Et pour elle ? Son geste, dirigé vers Sofia, était éloquent. Matteo baissa la tête. « Nous le savons, » murmura-t-il. « Mais nous n'avons nulle part où aller. Alors nous allons en créer un,
répondit Michael d'un ton décidé. Déjà, son esprit calculait, planifiait. J'ai des outils, du bois. Nous pouvons renforcer l'entrée, sceller les fissures, améliorer la ventilation. Et il faudra plus de couverture, plus de nourriture. Ils se mirent aussitôt à la tâche. Ce fut une collaboration silencieuse, tendue mais sincère. Michael montrait, Matteo exécutait. Ensemble, ils consolidèrent l'ouverture de la mine à l'aide de poutres récupérées dans l'ancien entrepôt. Ils tendirent des bâches épaisses fixées par des pierres pour bloquer le vent, et bricolèrent un conduit d'aération à partir de tuyaux rouillés, montés vers la surface. L'air doit circuler, expliqua Michael. Sinon, le feu finira par nous tuer avant le froid. Matteo hocha la tête, conscient soudain des dangers qu'il n'avait pas mesurés. Pendant que les hommes travaillaient, Hope observait. Sa diplomatie naturelle, douce et silencieuse, opérait sa propre magie. Au début, les enfants Carlos et Sofia s'étaient tenus à distance, effrayés par ce grand chien aux yeux attentifs. Hope, patiente, s'était allongée à quelques pas d'eux, la tête posée sur ses pattes, ne les quittant pas du regard. Parfois, un léger gémissement s'échappait de sa gorge, comme une invitation à la confiance. D'autres fois, elle poussait doucement un petit bâton vers Carlos, puis détournait la tête, feignant l'indifférence. Lentement, le garçon s'était laissé attendrir. Il regardait la chienne, puis ses parents, cherchant l'autorisation dans leurs yeux. Un après-midi, alors que Michael et Matteo sciaient des poutres, Hope roula sur le dos, exposant son ventre. Le rire clair de Carlos résonna pour la première fois dans la mine. Il s'approcha, hésitant, puis posa une main timide sur le pelage chaud. Hope répondit d'un grognement heureux et d'un battement de queue. Sofia, malgré sa faiblesse, ne put résister. Elle tendit une main tremblante et caressa la tête du chien. Hope demeura immobile, son museau posé contre la terre, respirant au rythme lent de la fillette. Dans ce contact, il y avait un apaisement que ni le feu ni les mots ne pouvaient offrir, un fragment de normalité, un souffle d'amour dans le chaos. Elena s'approcha alors de Michael. Sa voix, presque inaudible, tremblait. Elle a de l'asthme, dit-elle. Depuis toute petite. La poussière, le froid, tout empire. Michael hocha lentement la tête, le regard toujours fixé sur l'enfant. Ces mots confirmaient ce qu'il craignait. Il avait vu, sur d'autres fronts, ces mêmes respirations brisées, ces poumons qui se fermaient lentement sous le poids du froid et de la peur. Elle a des médicaments, demanda-t-il d'une voix rauque. Elena secoua la tête, les yeux noyés de larmes. Nous en avions, mais c'est fini depuis des mois. Nous avons essayé d'en trouver. Personne ne voulait nous aider. Pour eux, nous n'existons pas. Invisibles. Le mot résonna dans la caverne comme un écho funèbre. Michael sentit ce mot l'enserrer de glace. Invisible pour la loi, pour le monde. Ni citoyens, ni réfugiés, ni même des âmes reconnues. Des ombres. Et au milieu de ces ombres, une enfant qui luttait pour respirer. Le désespoir se mua en détermination. Il sentit cette vieille flamme, celle qu'il croyait éteinte depuis la guerre, se rallumer. Ce n'était plus seulement une question d'abri ou de survie. Il fallait sauver cette vie fragile, coûte que coûte. Car la tempête approchait et avec elle, autre chose. L'agent Thompson. Deux menaces, l'une de neige et de vent, l'autre de chair et de pouvoir. Michael le savait, il devait agir vite. Le vent dehors changea de ton. La radio grésilla, la voix du présentateur étranglée par l'urgence. L'avis de tempête est reclassé, alerte blizzard extrême. Conditions mortelles attendues d'ici 2 à 3 heures. Cherchez immédiatement un abri sûr. Mais Michael n'avait pas besoin de cette voix pour comprendre. Il le sentait dans l'air, dans la lourdeur du ciel. La lumière s'était teintée de violet et d'acier, comme si la montagne retenait son souffle avant le hurlement. Le vent, d'abord simple murmure, s'éleva soudain, giflant les planches du vieux hangar et sifflant entre les pierres de la mine. Hope, nerveuse, serra sa tête contre la jambe de Michael. On y va. Tout de suite. Matteo acquiesça sans discuter. Elena, le visage blême, prit Sofia dans ses bras, la fillette toussait, épuisée. Carlos, accroché à sa mère, regardait tour à tour les adultes, cherchant dans leurs yeux une force qu'ils n'avaient plus. Michael rassembla les maigres provisions, un bidon d'eau, des fruits secs, une lampe à pétrole, le reste de sa trousse médicale. Il vérifia que le conduit d'aération tenait bon, que la bâche bloquait la tempête.
Le feu vacilla, projetant sur les murs de la grotte des ombres qui semblaient vivantes. Ils s'installèrent au plus près les uns des autres. Dehors, la montagne hurlait, déchaînée. Dedans, seule la respiration sifflante de Sophia rompait le silence. Hope s'enroula contre elle, son corps chaud pressé contre les couvertures. Elena berçait sa fille, murmurant des prières entrecoupées de sanglots. Matteo fixait les flammes, ses mains tremblantes ouvertes sur ses genoux. Mickaël resta un moment à l'écart, observant. Le feu faisait danser sur leurs visages des reflets d'or et de cuivre, révélant l'humanité nue de la peur et de l'amour. Une famille qu'il ne connaissait pas une semaine plus tôt dépendait désormais de lui pour survivre. Et dehors, la tempête avançait. Le monde tout entier semblait retenir son souffle. Il posa une main sur la tête de Hope. « On ne les laissera pas tomber, murmura-t-il. La chienne leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il crut lire une promesse. Dans la mine de Silver Creek, au cœur du froid et du vent, naissait une étrange fraternité faite de bois, de feu, de peur et d'espérance. Et tandis que le rugissement du blizzard s'élevait, recouvrant tout, Mickaël sentit en lui un serment ancien renaître, il avait échoué trop souvent à protéger ceux qu'il aimait. Cette fois, il ne perdrait pas. Pas cet enfant. Pas cette famille. La tempête pouvait venir. La chaleur du corps d'Elena était la seule barrière fragile entre la petite Sophia et le froid mordant qui s'insinuait partout. Les heures qui suivirent ne furent qu'un tourbillon de terreur grandissante. La tempête s'abattit sur Silver Creek avec une fureur que les mots peinaient à contenir. Ce n'était pas simplement de la neige, c'était une attaque, une force brute de la nature qui frappait sans répit. Le vent rugissait comme une bête enragée, un hurlement continu qui faisait vibrer les parois de la mine jusqu'à la roche même. Dehors, le monde avait disparu dans un chaos blanc. Mickaël savait qu'il n'y avait plus de visibilité, rien qu'un maelstrom aveuglant où toute trace d'horizon s'était dissoute. À travers les fissures minuscules du rocher, la neige s'infiltrait, dessinant sur le sol de fines lignes de givre, comme si la tempête cherchait à pénétrer jusqu'à leur cœur. À l'intérieur du refuge, malgré le feu qu'ils avaient péniblement allumé, la température chutait inexorablement. Chaque respiration se changeait en un nuage de buée suspendu dans l'air glacé. Mickaël tenta le téléphone satellite qu'il avait emporté, une tentative désespérée, mais leur seul espoir. Il déploya l'antenne, la dirigeant vers l'ouverture de la mine, priant pour qu'un signal apparaisse. Rien. Le silence absolu. Le réseau, sans doute détruit ou saturé par la violence de la tempête. Il ralluma la radio météo, seulement du grésillement, un bourdonnement d'interférences sans fin. Ils étaient coupés du monde. Complètement seuls. Pour eux, le monde extérieur avait cessé d'exister. Et pendant que la tempête hurlait, la santé de Sophia déclinait à vue d'œil. L'air humide et glacial du refuge s'attaquait à ses poumons fragiles. Sa toux, d'abord fréquente, devint vide des spasmes profonds, douloureux, qui secouaient tout son petit corps. Son visage blême s'empourpra sous la fièvre, ses yeux se voilèrent, et son souffle se fit rauque, saccadé à un sifflement aigu, désespéré, qui glaça Mickaël jusqu'à la moelle. Elena la serrait contre elle, ses lèvres murmurant des prières en espagnol, la voix tremblante. Matteo, impuissant, voyait son masque de père solide se fissurer. Ses mains, inutiles, se tordaient dans le vide. Carlos, blotti contre sa mère, tendait parfois la main pour caresser le front brûlant de sa sœur, son regard écarquillé par la peur. Mickaël sentit une boule de glace se former dans son ventre. Il ouvrit sa veste, approcha son oreille de la poitrine de l'enfant. Le souffle était court, haché. Sous sa main, il entendit un cliquetis humide, ce bruit sinistre que tout soldat connaît trop bien, les poumons qui se remplissent de liquide. Pneumonie. Le corps de Sophia se mit soudain à convulser, de brèves secousses violentes. Elle fait une crise, s'écria Elena, paniquée. Elle en a déjà eu. Il faut son médicament. Mickaël, son médicament. Mickaël fouilla frénétiquement dans sa trousse de premiers secours, aspirine, bandage, désinfectant. Rien. Rien pour l'asthme, rien pour la fièvre, rien pour ce combat intérieur que la petite livrait à la mort. Sa formation militaire lui avait appris à stopper des hémorragies, à réparer des chairs déchirées, pas à vaincre les ennemis invisibles. Il sentit la vieille angoisse l'envahir, cette impuissance qu'il avait déjà connue, l'écho d'une scène vieille de 20 ans, dans un marché poussiéreux d'un pays lointain, où un autre enfant lui avait glissé entre les mains. Cette fois encore, la mort rôdait, et il refusait de la laisser gagner. Il faut la garder au chaud, ordonna-t-il d'une voix tendue. Il enleva sa propre veste,
puis celle de Matteo, pour envelopper Sofia. Il la serra de couvertures, de tissus, de tout ce qu'ils avaient. Tiens-la assise, souffla Théil à Elena. Allongée, elle respira encore plus mal. Il essaya de lui faire avaler quelques gorgées d'eau, mais la petite peinait à déglutir. La chaleur du feu ne suffisait plus, les flammes s'éteignaient peu à peu, incapables de repousser la morsure du froid. Mickaël contempla les braises mourantes, le visage illuminé d'un éclat orange tremblant. Il était soldat, habitué à l'impossible. Mais cette fois, il affrontait un ennemi qu'il ne pouvait ni combattre, ni fuir. La nature et la maladie s'étaient unies contre une enfant. Il posa la main sur son front brûlant. Le souffle de Sofia devenait irrégulier, chaque inspiration une bataille. Elle ne respirait plus, elle survivait. Ses yeux se perdaient déjà quelque part entre ce monde et un autre. Elle empire, murmura Matteo, la voix étranglée. Sa fièvre monte, on ne peut pas rester sans rien faire. Mickaël leva les yeux vers lui, puis vers l'entrée de la mine, obstruée par la neige. Le vent dehors hurlait comme un monstre. Dedans, la petite s'éteignait. Leur univers s'était réduit à cette chambre glaciale, cette bulle de ténèbres où la vie d'un enfant vacillait comme une flamme mourante. Le silence de Silver Creek n'était plus une paix recherchée, c'était un linceul, une ombre prête à les engloutir tous. La désespérance prenait corps dans l'air, palpable, étouffante, un spectre invisible tapi parmi eux. Sofia ne bougeait presque plus, son petit corps mou reposant dans les bras de sa mère. Ses respirations devenaient de simples soupirs. Le feu n'était plus qu'une poignée de braises rougeoyantes, projetant sur leur visage des reflets fantomatiques. Matteo arpentait la caverne comme un animal pris au piège, les poings serrés à s'en faire saigner les paumes. Elena berçait son enfant, murmurant sans fin, « Ave Maria, protège-la, por favor ». Mickaël, lui, sentait la folie du désespoir s'insinuer dans son esprit. L'attente devenait torture. Ce n'était plus seulement le froid qui les tuait, c'était l'impuissance. Il revoyait 2004. Le sable. Les cris. L'enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Et il sut qu'il ne supporterait pas de revivre ça. « Je vais à la cabane », dit-il brusquement, la voix basse et rauque. « Quoi » hurla Matteo. « Dans cette tempête ? Tu vas mourir. Rester ici, c'est la condamner. » Sans attendre de réponse, il enfila sa veste, rabattit la capuche, et écarta la toile tendue à l'entrée. Le vent l'assaillit aussitôt comme un mur vivant, une masse de glace et de rage. Il faillit tomber à genoux sous la violence de la rafale. Les flocons, projetés horizontalement, fouettaient sa peau en aiguilles brûlantes. Il ne voyait rien, seulement un tourbillon blanc sans forme, sans haut ni bas. Mais il connaissait chaque pas jusqu'à la cabane, son corps se courba contre la bourrasque, avançant à tâtons dans la blancheur totale. Lorsqu'il atteignit enfin le porche, la porte claqua derrière lui dans un fracas assourdissant. Le silence, soudain, lui sembla presque violent. Son cœur battait à tout rompre. Il fouilla frénétiquement, ses mains engourdies fouillant les caisses, les étagères, le moindre recoin. Des couvertures. Des outils. Des morceaux de bois. Rien d'utile. Pas un médicament, pas la moindre bouteille d'oxygène oubliée par miracle. La colère monta en lui, brutale. Il donna un coup de pied dans une grande caisse en bois, vestige des anciens mineurs. Le bois éclata, répandant sur le sol des outils rouillés, des chiffons, des bouteilles vides. Mais un objet roula jusqu'à ses pieds. Un paquet serré dans une toile cirée, lié d'un vieux lacet de cuir. Il se jeta dessus, les doigts tremblants, tira sur le nœud, et déroula le tout sur la table de bois. Ce qu'il découvrit le cloua sur place. C'était une carte. Une magnifique carte manuscrite, datée de 1938, tracée à l'encre fine sur un papier jauni et friable. Une carte des galeries de Silver Creek, dessinée par un arpenteur d'un autre siècle. Les tunnels, les filons, la cabane, le vieil entrepôt, tout y figurait avec précision. Mais un détail attira aussitôt son regard, une ligne pointillée, presque effacée, serpentait depuis l'arrière de la mine, grimpant vers les hauteurs, traversant une zone indiquée comme une forêt ancienne de pins. La ligne se terminait sur un petit carré noté d'une seule inscription, fine et nette. Rangée Outpost Hope. Mickaël sentit une décharge le parcourir. Hope. Espoir. Un souffle de lumière dans cette nuit glaciale. Un refuge peut-être encore debout. Une chance, si infime soit-elle, d'y trouver un poste radio, des vivres, un remède.
Mais la lueur s'éteignit presque aussitôt. Il regarda par la fenêtre. Dehors, le monde n'était plus qu'un mur aveuglant. Une marée blanche, furieuse, qui effaçait tout. Le sentier, s'il existait encore, devait être enfoui sous plusieurs mètres de neige. Inaccessible. Suivre la carte serait se condamner. Cette carte, pensa-t-il, était une promesse cruelle, un espoir dessiné par une main morte depuis longtemps, une illusion d'évasion dans une prison de glace. Et pourtant, en la tenant, il sentit battre à nouveau quelque chose qu'il croyait perdu. La volonté de lutter. Dehors, le vent hurla comme une bête blessée. Dedans, l'enfant luttait contre l'invisible. Et au milieu, un homme, seul face au choix le plus terrible. Attendre que la mort entre. Ou risquer la sienne pour ramener la vie. Michael revint à la mine, la carte serrée dans sa main, le poids de sa découverte plus lourd que n'importe quelle pierre. Il la montra à Matteo, lui expliquant ce qu'elle signifiait. Un instant, une lueur d'espoir sauvage traversa les yeux du père, la prière d'un homme désespéré semblant enfin exaucée. Mais presque aussitôt, il tourna son regard vers l'entrée obstruée par la neige, et cette lumière s'éteignit, remplacée par un désespoir encore plus profond. Avoir une route et ne pas pouvoir l'emprunter, c'était la plus cruelle des tortures. Les deux hommes restèrent là, immobiles, prisonniers d'un silence pesant, vaincus. C'est alors qu'Aube bougea. Allongée près de Sophia, la chienne s'était tenue jusque-là comme une sentinelle silencieuse, un rempart de chaleur vivante contre le froid. Mais maintenant, elle se leva avec une détermination nouvelle, presque solennelle. Elle s'approcha de l'entrée du tunnel, glissa le museau entre deux pans de toile, et huma longuement le vent qui hurlait dehors. Son corps tout entier se tendit, concentré. Puis elle se retourna vers Michael et poussa un aboiement sec, tranchant comme une injonction. « Qu'y a-t-il, ma fille » demanda-t-il d'une voix lasse. Hope l'ignora. Elle aboya de nouveau, plus fort cette fois, puis s'élança vers la tempête. Pendant un instant, elle disparut dans le tourbillon blanc avant de réapparaître, sa fourrure déjà poudrée de neige. Elle regarda son maître droit dans les yeux, ses prunelles brûlant d'une intensité que nul doute ne pouvait ternir. C'était un appel, clair et irrésistible, « Suis-moi ». Une image fulgura dans l'esprit de Michael. Avant la tempête, lors de leur reconnaissance autour du camp, Hope s'était souvent arrêté près d'une ligne d'antiques pins ponderosa, perchée sur la crête au-dessus de la mine. Ces arbres étaient des géants, bien plus vieux que tout ce qui poussait autour, leur écorce épaisse et crevassée dégageait une odeur de résine puissante, presque âcre, que le vent semblait porter sur des lieues entières. Michael baissa les yeux vers la carte, le vieux sentier forestier suivait précisément cette crête. Une compréhension soudaine, pure, presque douloureuse, le traversa. Lui essayait de naviguer comme un homme avec ses yeux. Hope, elle, naviguait comme une créature forgée par la nature. Ce n'était pas seulement son odorat bien qu'elle distinguât sans peine la senteur de ces pins millénaires même à travers le froid mordant. C'était plus profond, elle se souvenait du relief, du moindre dénivelé sous ses pattes, du son subtil du vent lorsqu'il passait entre les troncs ou s'échappait dans l'espace ouvert. Son instinct, poli par des millénaires d'évolution, traçait dans son esprit une carte vivante, une carte de sons, de senteurs et de souvenirs. Hope n'était pas seulement un chien. Elle était une boussole. Un guide vivant, tissé d'instinct et de fidélité. Leur dernier espoir. La tempête faisait encore rage, la traversée relevait de la folie pure. Mais ce n'était plus impossible. C'était une chance, mince comme un fil, mais réelle. Michael leva les yeux du papier vers la silhouette d'Hope, dressée dans la blancheur du blizzard, immobile, fière, presque surnaturelle. Puis il se tourna vers Matteo, vers Elena, vers la petite Sophia, frêle et blême, sa respiration s'amenuisant comme une bougie au vent. Dans le lointain, la voix du passé, celle de 2004, murmura dans l'esprit du soldat, « Ne reste pas immobile ». Il rencontra le regard de Matteo. Cette fois, il n'y avait ni méfiance ni crainte entre eux, seulement une compréhension muette, désespérée, mais partagée. Michael hocha la tête. « Prépare-la » dit-il d'une voix ferme. « On y va. » La décision tomba, irrévocable, gravée sur les visages tendus par le froid et la peur. Il n'y avait plus de place pour le doute, ni pour l'attente. Le souffle haché de Sophia était un compte à rebours implacable. Matteo, bien qu'encore pâle de terreur, s'activa avec une énergie fébrile, un père prêt à affronter l'impossible pour sauver sa fille. Elena, les yeux rougis de larmes, enveloppa l'enfant de tout ce qu'ils avaient, le manteau usé de Matteo, la veste de Michael, des couvertures élimées. Bientôt,
Sofia ne fut plus qu'un petit cocon tremblant, une promesse fragile de vie au milieu du froid. Carlos, muet, leur tendit les derniers chiffons secs pour renforcer l'enveloppe protectrice. Mickaël vérifia leur maigre équipement, un sac contenant le peu d'eau qui restait, quelques fruits secs, une lampe torche, la carte. Il resserra les couches de vêtements sur lui, conscient que la moindre parcelle de chaleur pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Hope, elle, sentait déjà le changement d'atmosphère. Son corps frémissait d'impatience. Elle fixait Mickaël, puis Sofia, puis l'ouverture de la mine. Tout en elle hurlait la même vérité, il est temps. Je la porterai d'abord, dit Mickaël. Matteo, tu prendras le relais quand je faiblirai. Il se tourna vers Elena. Toi et Carlos, restez ici. C'est trop dangereux. Si nous ne sommes pas de retour dans 12 heures, partez du principe que... Mais Elena secoua la tête. Ses yeux sombres étincelaient d'une détermination farouche. Non, dit-elle d'une voix ferme. Nous sommes une famille. Si Sofia part, nous partons avec elle. Mickaël la regarda longuement. Ce n'était pas de l'obstination, c'était de l'amour pur, absolu, indéracinable. Il soupira. Très bien. Mais restez près de nous. Ne tombez pas. Ne vous arrêtez pas. D'un dernier regard vers le maigre feu qui vacillait dans la pénombre, ils franchirent l'entrée du tunnel et s'élancèrent dans la furie blanche. Dehors, le monde n'existait plus. Rien que le vent, monstrueux, hurlant comme une bête, et la neige, giflant les visages, mordant la peau, s'infiltrant partout. Le froid n'était plus une sensation, c'était une entité, un prédateur invisible qui cherchait à les engloutir. Mickaël avançait en tête, Sofia serrée contre sa poitrine, son petit visage blotti sous son menton. Il pouvait sentir la respiration fragile de l'enfant battre contre lui comme un tambour effrayant, chaque inspiration plus faible que la précédente. Matteo le suivait de près, prêt à saisir la fillette si Mickaël trébuchait. Elena et Carlos, livides, fermaient la marche, calquant leurs pas sur ceux de Matteo pour ne pas s'enfoncer davantage. Chaque pas était un combat. Mais Hope, elle, semblait flotter dans la tempête. Une ombre grise glissant dans la blancheur, sûre d'elle, imperturbable. Son museau frôlait la neige, s'arrêtait parfois, flairant, écoutant. Il n'y avait aucune piste visible et pourtant elle avançait, traçant une voie à travers le néant. Quand elle tournait à gauche, Mickaël la suivait sans hésiter. Quand elle s'arrêtait, il s'arrêtait aussi, attendant le signal silencieux d'un aboiement, d'un frémissement, d'un regard. La carte dans sa poche n'était plus qu'un vestige inutile. Le vrai sentier, enseveli sous des mètres de neige, ne survivait que dans la mémoire et l'instinct de la chienne. De temps à autre, Hope s'arrêtait devant un monticule invisible, Mickaël devinait qu'il s'agissait de l'un des immenses Ponderosa. Elle levait la tête, humait longuement, captant cette odeur résineuse qu'aucune tempête ne pouvait effacer. Puis elle écoutait le vent chanter différemment à cet endroit, comme un instrument connu. Elle se souvenait de chaque pierre, de chaque creux dans la montagne. Elle lisait la nature comme un livre. Leur progression était lente, douloureuse. La pente s'accentuait. La neige s'épaississait, collant à leurs jambes, alourdissant chaque mouvement. Les muscles de Mickaël brûlaient, ses bras tremblaient sous le poids de Sofia. Mais il continuait, nourri par la peur et la foi, deux flammes qui se disputaient son âme. Quand il faiblit, Matteo prit la relève. L'homme n'avait pas la discipline d'un soldat, mais il possédait la force inépuisable d'un père. Ses bras, tannés par le labeur, soutenaient la fillette avec une douceur incongrue. Mickaël l'observa un instant, admiratif. Sous la rudesse du visage buriné se cachait une endurance brute, une énergie née de l'amour et du désespoir. Leur marche devint un rituel muet, l'un portait, l'autre ouvrait la voie, Elena suivait, serrant Carlos contre elle. Et devant eux, Hope, toujours, infatigable, son pelage argenté scintillant à chaque éclair de vent. Le monde autour d'eux n'avait plus de contours, plus de haut ni de bas, seulement une immensité blanche et un hurlement sans fin. Mais quelque part, sous cette furie, un fil invisible les guidait. Un fil que seule une chienne pouvait sentir. Et tant qu'elle avançait, il la suivrait. Parce qu'en cet instant, dans ce désert de glace, Hope n'était plus seulement leur compagnon. Elle était la foi faite chair. Le souffle même de la vie qui refusait de s'éteindre. Sous un vent hurlant, ils avançaient péniblement, chacun ajustant son pas au relief traîtreux de la montagne. Mickaël marchait en tête, désignant d'un geste précis les plaques de glace dissimulées sous la neige. À chaque avertissement,
Matteo trouvait aussitôt un appui plus sûr. C'était une danse silencieuse et désespérée, une chorégraphie instinctive de survie. Deux pères, l'un par le sang, l'autre par le hasard, unis dans un même combat, sauver une enfant. Elena et Carlos suivaient, titubant sous la bourrasque. Le vent semblait vouloir les arracher de la montagne, mais Elena tenait bon, ses yeux rivés sur le dos de son mari. Carlos, malgré la peur, ne lâchait pas la main de sa mère. Par moments, il se retournait vers Hope, la chienne, comme pour y puiser la force que les humains commençaient à perdre. Il y eut des instants de pure terreur. Une rafale soudaine manqua d'arracher Sofia des bras de Michael, il dut planter ses bottes profondément dans la neige et se cramponner à un rocher pour ne pas tomber. Plus tard, alors qu'il gravissait une pente plus raide, le sol céda légèrement sous le pied de Matteo, un bruit sourd, inquiétant, retentit, signe qu'une corniche instable se formait sous la poudreuse. Immédiatement, Hope s'interposa, grondant bas, l'arrêtant net. D'un mouvement sûr, elle l'obligea à reculer, puis traça devant eux un passage plus sûr. Elle ne se contentait pas de guider, elle protégeait. Là où les yeux et les oreilles humaines, engourdis par la tempête, échouaient, son instinct voyait clair. Les heures se fondaient en une éternité blanche. Le jour, s'il existait encore, se confondait avec le crépuscule. Le froid leur mordait le visage, la douleur battait dans chaque muscle, et leur conscience se rétrécissait à deux choses, un pas, puis un autre. Sofia respirait faiblement, parfois mieux, parfois plus difficilement. Son souffle devenait un métronome fragile entre l'espoir et la peur. Michael, les yeux brûlés par le vent, fixait sans relâche la silhouette de Hope, son pelage gris argenté désormais figé sous une croûte de glace. Elle seule restait un repère dans ce néant blanc, une flamme obstinée refusant de s'éteindre. Ils étaient épuisés au-delà de toute mesure. Les jambes de Michael semblaient faites de plomb, ses poumons brûlaient d'air gelé, sa vision se brouillait. Derrière lui, Matteo haletait, chaque respiration un combat. Elena et Carlos avançaient comme des automates, les traits figés par le froid, l'âme tendue vers un seul mot, survivre. Leurs pas se succédaient, mécaniques, vidés de toute autre pensée. Le plan griffonné sur la carte disait qu'il restait encore une longue distance, mais l'espoir, lui, s'amenuisait à chaque souffle. Puis, soudain, Hope s'arrêta net. Son corps se raidit, museau levé vers le ciel. Elle aboya une fois, claire, puis une seconde, plus forte, un son tranchant qui fendit le hurlement du vent. Michael plissa les yeux, et à travers un bref éclair dans la tourmente, il aperçut quelque chose, un mince filet de fumée montant d'un groupe d'arbres enneigés. Un feu. Un abri. Le poste des gardes forestiers. Ils y étaient presque. Ils avaient défié la mort pour l'instant. Mais en voyant le visage livide de Sofia, son souffle encore irrégulier, Michael sut que la bataille ne faisait que commencer. La fumée grise, fragile trait de vie dans le tumulte blanc, ralluma en eux une étincelle de volonté. C'était la promesse d'un toit, de chaleur, d'un miracle possible. Michael serra les dents et reprit la tête du groupe, se frayant un chemin à travers un dernier mur de neige. Matteo, serrant sa fille contre lui, trébuchait derrière, chaque pas lui arrachant un gémissement. Elena et Carlos suivaient, méconnaissables, les visages figés dans la glace et la fatigue. Ils n'étaient plus que des silhouettes mouvantes, des corps poussés par un instinct primal. Enfin, les arbres s'écartèrent, et la cabane apparut. Petite, trapue, faite de rondins, son toit métallique tranchait dans le blanc comme une promesse. Une épaisse fumée s'élevait de la cheminée de pierre, un ruban gris dans la tempête. Pour les voyageurs à demi gelés, ce n'était pas une simple cabane, c'était une forteresse, un sanctuaire, la vision la plus belle du monde. Michael chancela jusqu'à la porte et frappa de toutes ses forces. Le son sembla se perdre dans la fureur du vent. « À l'aide !» cria-t-il d'une voix rauque et brisée. « S'il vous plaît, un enfant est malade. » Le silence qui suivit parut interminable. Puis un bruit de verrou, lourd, résonna. La porte s'ouvrit. Un homme se tenait dans l'encadrement, silhouette découpée dans la lumière chaude. Il devait avoir une soixantaine d'années, le visage taillé à la serpe comme les montagnes alentour. Une barbe grise, épaisse et soigneusement entretenue, encadrait sa bouche. Ses yeux bleus, d'une lucidité perçante, parcoururent la scène d'un seul regard. Il portait une chemise de flanelle rouge, un gilet de laine usée, et dégageait cette assurance tranquille de ceux qui ont vu le pire sans jamais céder. « Entrez », dit-il d'une voix grave. Aucune question. Aucun étonnement. Juste l'ordre d'un homme qui comprend l'urgence. Il tint la porte ouverte,
et une bouffée de chaleur s'échappa, presque tangible. Un par un, ils franchirent le seuil, s'effondrant dans la pièce exiguë et impeccablement rangée. Un poêle ronflait dans un coin, diffusant une chaleur bienfaisante et l'odeur du pain brûlé, mêlée à celle d'un ragoût. Des étagères remplies de conserves, un lit de camp soigneusement plié, quelques livres alignés, tout respirait la rigueur et la solitude d'un homme méthodique. La petite, ordonna-t-il. Posez-la ici, près du feu. Matteo déposa Sofia sur une épaisse peau d'ours qu'il venait de dérouler. L'homme, Harris, ainsi qu'il l'apprendrait bientôt, s'agenouilla près d'elle. Ses gestes étaient rapides, précis, habités d'une urgence calme. Ce n'était plus un simple montagnard, c'était un médecin revenu à la vie. Ses mains calleuses se firent étonnamment douces lorsqu'il défit les couvertures humides et toucha la peau brûlante de la fillette. Pneumonie, murmura-t-il. Et crise d'asthme. Les poumons pleins de liquide. Il posa l'oreille contre sa poitrine, écoutant longuement, puis prit son pouls et examina ses pupilles. Fièvre critique, ajouta-t-il, avant de relever la tête vers les parents. J'étais médecin de terrain, force spéciale, il y a longtemps. Vous devez me faire confiance. Elena hocha la tête avec frénésie, les larmes gelant sur ses joues. Faites tout ce qu'il faut, je vous en supplie. Pendant plus d'une heure, Harris travailla sans relâche, concentré comme un chirurgien en pleine opération. Son matériel médical, bien rangé dans une mallette de métal, témoignait d'années d'expérience. Il sortit un petit nébuliseur qu'il relia à un générateur à essence dehors. Le bruit du moteur couvrit la tempête tandis qu'il administrait un traitement respiratoire pour dégager les bronches de Sofia. Puis, il écrasa des comprimés d'antibiotiques et de paracétamol, les mélangea à un peu d'eau et les fit boire à la fillette. Ses gestes étaient précis, méthodiques, sans une once d'hésitation. Ses yeux restaient fixés sur la petite, comme s'il la retenait sur le fil ténu qui sépare la vie de la mort. Il changeait régulièrement les linges froids sur son front, mesurait sa respiration, comptait son rythme cardiaque. Ici, dans ce poste perdu au cœur des Rocheuses, la guerre continuait, mais c'était une guerre contre l'invisible, menée avec la science, la patience et la foi. Peu à peu, presque imperceptiblement, le miracle commença. La respiration de Sofia se fit moins sifflante, moins désespérée. Ses tremblements s'apaisèrent. Un soupçon de rose revint sur ses lèvres exsangues. Elle n'était pas sauvée, non, mais elle venait de franchir la ligne où tout bascule. Un soupir collectif, lourd de fatigue et de gratitude, remplit la pièce. Matteo tomba à genoux, secoué de sanglots silencieux. Elena serra la main de sa fille contre son cœur, incapable de parler. Michael, debout près du poêle, sentit quelque chose se délier en lui, une chaîne invisible qui pesait depuis des années. Et dans le reflet du feu, il crut voir disparaître l'ombre de la fillette du passé, celle dont les yeux le hantaient encore depuis 2004. Son regard accusateur s'effaçait enfin, comme apaisé. Dehors, la tempête rugissait toujours. Mais à l'intérieur de la cabane, la paix venait de s'allumer, fragile, tremblante, et infiniment précieuse. Harry ne se détendit pas. Il se leva, s'essuya les mains sur un linge propre, son visage encore marqué d'une gravité profonde. Il jeta un regard à Michael, puis aux parents, et parla d'une voix qui ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Écoutez-moi bien. Elle est stable pour l'instant. J'ai réussi à enrayer la crise avant qu'elle ne devienne fatale, et l'antibiotique commence à agir. Mais ce n'est qu'un répit, une rustine sur une plaie ouverte. Votre fille souffre d'une pneumonie sévère. Je n'ai pas ici le matériel nécessaire pour la soigner comme il le faudrait, il lui faut un véritable hôpital, avec oxygène, perfusion, soins spécialisés. Dès que la tempête se calmera, vous devrez la descendre de la montagne. Le poids de la réalité s'abattit sur eux comme un coup près. Ils étaient vivants, certes, mais toujours prisonniers de la montagne. Dehors, la tempête rugissait encore, hurlant sa rage contre les vitres, leur rappelant que leur épreuve n'était pas terminée. Harry, ses gestes médicaux achevés pour l'instant, reprit son rôle d'hôte. Il servit un ragoût épais et fumant dans des bols ébréchés, puis versa du café brûlant dans de vieilles tasses émaillées. Michael, les mains encore tremblantes de froid et de fatigue, accepta la nourriture avec reconnaissance. Harry, l'observant du coin de l'œil, nota la posture militaire, les réflexes précis, la manière qu'il avait de scruter constamment la pièce. « Vous avez été militaire, n'est-ce pas » demanda-t-il d'une voix basse. Michael hocha la tête. « Rangers. » « Il y a longtemps. » Harry acquiesça lentement, un éclat de compréhension dans le regard.
Aucun mot de plus n'était nécessaire. Une fraternité tacite venait de naître, celle de deux anciens soldats perdus dans les marges du monde, luttant désormais une autre guerre, celle pour la vie d'une enfant. Dans la chaleur précaire de la petite cabane, tandis que dehors la neige frappait encore les murs, un calme fragile s'installa. Ils avaient trouvé un abri, mais la bataille n'était pas terminée. Le vent se tut enfin au matin du deuxième jour. Après 48 heures d'une fureur ininterrompue, la montagne s'était apaisée, ne laissant qu'un silence absolu, presque sacré. Le monde dehors semblait renaître sous un manteau d'une blancheur immaculée. La neige, épaisse et profonde, avait effacé les angles du paysage, adoucissant les rochers et les troncs d'arbres sous des courbes harmonieuses. Le soleil, faible disque dans un ciel lavé de bleu, projetait des ombres longues et nettes sur cette immensité glacée, belle et mortelle à la fois. À l'intérieur, la paix tenait à un fil, mais elle existait. Sophia dormait. Sa fièvre était tombée, sa respiration restait courte, sifflante, mais le pire était passé. Le savoir-faire d'Eri, sa médecine improvisée, l'avait ramenée du bord du gouffre. Elena ne quittait pas le chevet de sa fille. Sa main restait posée sur la poitrine frêle de l'enfant, comme pour sentir battre la vie à chaque inspiration. Matteo, enfin délesté de la tension qui l'avait consumé, restait assis devant le feu, les yeux perdus dans les flammes, submergé par la gratitude. Carlos, le jeune garçon, avait retrouvé un peu de sa vivacité. Eri lui avait prêté un vieux carnet, il y griffonnait des formes timides, levant parfois les yeux vers Hope, la chienne, allongée sur le tapis, fidèle gardienne silencieuse du foyer. Eri, lui, s'approcha d'un coin de la cabane où trônait une étrange machine, un vieux poste de radio amateur, à lampe et cadran, mais entretenu avec soin. Il actionna l'interrupteur, un grésillement familier envahit la pièce. Il enfila un casque, prit le micro et parla d'une voix posée, professionnelle. Kilo Bravo 7 novembre appelant Sierra Charlie Lima. Vous me recevez? Michael observa la scène en silence. Il comprit rapidement que l'homme ne contactait ni les secours ni les autorités locales. Eri appelait quelqu'un d'autre, un contact sûr, appartenant à un autre réseau, un autre monde. Après quelques secondes d'attente, une voix claire répondit à travers le brouillard statique. Eri se pencha en avant, le dos tourné à la pièce, et parla à voix basse. J'ai ici une famille, dit-il. Originaire du Honduras. Cas typique d'asile. Enfant mineur, infection respiratoire grave. Situation urgente. Besoin d'assistance juridique et de transport discret dès que la route sera praticable. Il écouta la réponse, hocha lentement la tête. Compris. Nous attendrons l'appel sécurisé. Puis il coupa la transmission et se retourna vers la famille. Mon contact est une avocate, expliqua-t-il. Elle travaille pour un réseau de défense des droits humains. Elle aide des gens comme vous, des gens qu'on préfère ne pas voir. Elle rappellera dès qu'elle aura un plan. Pour la première fois depuis des jours, un mot d'espoir tangible venait de naître. Ce n'était plus une simple intuition, mais une promesse, portée par les ondes. Les larmes d'Elena coulèrent à nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Plus tard dans l'après-midi, Eri balayait les fréquences d'urgence, cherchant des nouvelles de la vallée. Soudain, il leva la main pour imposer le silence. Une voix claire, autoritaire, résonna dans le haut-parleur, un agent du service des parcs, en communication avec les secours du comté. Oui, on a retrouvé le véhicule, disait la voix. SUV noir des services de l'immigration, complètement enseveli dans la neige, jusqu'aux vitres. Juste à la sortie de la route menant à l'ancienne concession de Silver Creek. Véhicule inutilisable. Michael et Matteo échangèrent un regard. L'agent s'en est sorti, reprit la voix. On l'a trouvé recroquevillé, il avait réussi à allumer un petit feu. Gelure mineure aux doigts et aux orteils, mais il les gardera. Il a eu de la chance, le fou. Il a conduit droit dans la tempête alors qu'on lui avait ordonné de ne pas bouger. Un silence, puis un ton plus sec. Il va avoir des ennuis. Enquête interne pour mise en danger, destruction de matériel, et violation d'ordre direct. Sa carrière sur le terrain est terminée. Dans la cabane, un silence dense s'installa. Pas de triomphe, pas de vengeance, mais un sentiment plus profond, une justice naturelle. La montagne, dans son indifférence absolue, avait jugé et puni celui qui traquait les innocents. Le même blizzard qui avait failli tuer une enfant avait mis fin à la chasse. Ce soir-là, l'appel promis arriva enfin. La voix douce et assurée d'une femme se fit entendre dans le haut-parleur.
Sarah. L'avocate. Harry lui parla longuement, exposant les faits, les dangers, les besoins médicaux de Sophia. Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers la famille, un léger sourire aux lèvres. L'aide est en route, annonça-t-il. Sarah a déjà déposé une première demande d'asile en votre nom. Elle pense que vous avez un dossier solide. Dès que les routes principales seront dégagées, une équipe viendra vous chercher à un point convenu. Vous serez conduit dans une maison sécurisée, où vous pourrez recevoir les soins et l'assistance nécessaires. Sophia verra enfin un vrai médecin. Les mots tombèrent dans la pièce comme une délivrance. Matteo, dont la maîtrise se fissurait depuis des jours, s'approcha de Michel et le prit dans ses bras, le serrant fort. « Gracia, amigo. »« Gracia » murmura-t-il encore et encore, la voix tremblante. Michel, raide d'abord, peu habitué à la tendresse, finit par poser une main hésitante sur l'épaule de l'homme. Il regarda la petite famille réunie, pleurant de joie et d'épuisement. Sophia, désormais éveillée, le fixait de ses grands yeux sombres, un mince sourire timide aux lèvres. Hope, la chienne, sentit le changement d'énergie dans la pièce. Elle se leva, s'approcha de Michel et posa doucement sa tête sur sa main. Sa queue battait lentement contre le plancher, comme un battement de cœur tranquille. Michel sentit une chaleur nouvelle l'envahir. Il était venu à Silver Creek pour fuir le monde, pour s'enfermer dans le silence d'un lieu oublié. Mais la montagne lui avait offert autre chose, la rédemption. Pas dans la solitude, mais dans le partage. Dans le courage d'un père, la foi d'une mère, le rire renaissant d'un enfant, et la loyauté d'un chien qui n'abandonnait jamais. Dehors, la neige continuait de briller sous le soleil pâle. Le silence de la montagne n'était plus celui du deuil, mais celui d'un commencement. Dans le tumulte de la tempête, Michel avait cherché l'oubli, un refuge contre les blessures invisibles qu'il portait en lui. Pourtant, ce qu'il trouva au cœur de cette épreuve fut bien différent. Là où il espérait l'isolement, il découvrit la connexion. Là où il rêvait de silence, il rencontra le sens. Ce n'était pas la solitude qui l'avait sauvé, mais le choix humain de tendre la main et d'aider, de risquer, d'aimer. Dans la chaleur dorée de la cabane, entouré de la gratitude d'une famille qu'il n'avait jamais cherchée et de la loyauté indéfectible du chien à ses côtés, Michel sentit pour la première fois une paix véritable, une paix qu'aucune retraite ni aucun silence n'aurait pu lui offrir. 6 mois plus tard, le printemps s'installa sur les hauteurs du Wyoming avec une grâce patiente et obstinée. Les immenses congères laissés par la tempête n'étaient plus qu'un souvenir. Leurs eaux nourrissaient désormais le petit ruisseau anonyme qui avait donné son nom à la colonie, Silver Creek. Le murmure clair de son courant accompagnait chaque journée comme une berceuse familière. Les arbres, autrefois nus et gris sous la morsure de l'hiver, s'étaient parés d'un manteau de feuilles tendres. Des taches de couleur vive, le violet du lupin sauvage, le jaune lumineux de la balsamroute jaillissaient à travers la terre rocailleuse, peignant de vie un paysage qui n'était plus celui du désespoir. L'air n'était plus un ennemi, mais une promesse, celle de renaître. Il portait le parfum du pin, de la terre humide, du renouveau. Silver Creek, jadis un village fantôme, s'était transformé en un havre vibrant, animé par le rythme tranquille de la vie. Le futur de la famille Castillo demeurait incertain, suspendu à une bataille juridique complexe menée loin de là, dans les bureaux et tribunaux de l'État. Mais grâce à l'aide de Sarah, l'avocate amie d'Harry, leur demande d'asile avait été officiellement déposée. Les jours s'écoulaient désormais au gré d'une attente épuisante faite de formulaires, d'entretiens et d'espoir. Il y avait des matins d'angoisse pure, où la peur d'être renvoyé pesait comme un fardeau tangible, et des soirs d'espérance, après un appel rassurant venu du cabinet d'avocats. Leur avenir restait fragile, mais pour la première fois depuis leur fuite, ils avaient un chemin. Ils n'étaient plus invisibles. Ils avaient une voix. Et ils avaient surtout une raison d'y croire. Cette raison s'appelait Sophia. La petite fille frêle et malade de la mine n'existait plus. À sa place vivait une enfant de 6 ans, pleine de vie, de rire, de lumière. Les soins médicaux reçus grâce au réseau de Sarah avaient accompli un miracle, son souffle était redevenu libre, son rire clair montait désormais jusqu'aux cimes. Chaque matin, elle partait explorer leur petit royaume de bois et de pierre, Hope trottant fidèlement derrière elle, sa fourrure argentée scintillant au soleil. Le paysage lui-même semblait vouloir se reconstruire. Le vieux hangar à demi effondré avait été réparé, on y stockait désormais le bois et les outils à l'abri de la pluie. Matteo, qui avait jadis été charpentier, avait retrouvé dans ses mains la confiance de l'artisan. Sous sa direction calme, les murs redressés du bâtiment témoignaient du renouveau qui gagnait tout Silver Creek. Autour de la cabane,
la terre autrefois dure et stérile s'était changée en jardin. Sous les doigts patients d'Helena, la vie avait jailli. Des rangées de laitues, de haricots et de tomates s'élevaient comme une prière adressée à la terre. Ce miracle silencieux, cette victoire de la persévérance sur le gel, portait la signature d'une femme qui refusait d'abandonner. Quant à la bouche béante de la mine, ce lieu d'angoisse et de survie, elle avait été scellée de lourdes poutres. Un chapitre douloureux venait d'être refermé à jamais. La cabane elle-même avait changé d'âme. Autrefois forteresse du silence, elle était devenue un foyer. L'air y vibrait du parfum du pain chaud, des voix entremêlées, du son des pages tournées. Carlos, l'aîné, s'appliquait à lire à voix haute des romans trouvés dans les affaires de Miquel, apprenant l'anglais mot après mot. Et dans ces moments simples, la vie reprenait son droit. Mais c'était Miquel qui, plus que tout autre, avait changé. Le soldat usé par les ombres, venu chercher l'oubli au bout du monde, avait trouvé la rédemption dans la présence des autres. Les murs invisibles qu'il avait érigés autour de son cœur s'étaient effrités, non par la force, mais sous la douceur obstinée d'une famille qui avait eu besoin de lui et qu'il avait appris à aimer. Ces journées n'étaient plus des combats contre le vide. Il enseignait à Carlos comment manier un marteau, trouvant dans l'application du garçon une fierté tranquille. Il partageait chaque matin un café avec Matteo sur le perron, les deux hommes silencieux, liés par une fraternité née du danger et de la reconstruction. Il écoutait Helena parler de ses semis, de ses fleurs, de son rêve d'ajouter un petit verger derrière la maison. Sa voix, douce et ferme, avait pour lui un effet apaisant, comme une chanson qu'on ne se lasse pas d'entendre. Un soir, le soleil se coucha lentement derrière les pics enneigés. Des faisceaux dorés caressaient la vallée, enveloppant la cabane d'une lumière presque sacrée. Assis sur les marches du perron, Miquel regardait la scène, Matteo réparait un piquet de clôture, Helena arrosait ses jeunes plants, et un peu plus loin, Carlos et Sofia riaient aux éclats en jouant à lancer un bâton que Hope s'empressait de rapporter, bondissant avec la joie pure des animaux heureux. Sa queue battait l'air comme un drapeau de lumière. Et Miquel repensa à celui qu'il avait été 6 mois auparavant. Un homme brisé, convaincu que la paix ne pouvait exister qu'au prix de l'isolement. Il avait fui le monde pour échapper aux fantômes de 2004, croyant qu'un silence absolu suffirait à les faire taire. Mais ce n'était pas le silence qui les avait apaisés. C'était le rire d'une enfant qui l'avait sauvé. C'était le regard reconnaissant d'un père. C'était la chaleur d'une communauté minuscule mais vivante. Et c'était, surtout, la fidélité silencieuse d'un chien, la tête posée sur son genou, les yeux pleins d'un amour sans condition. Il comprit alors qu'il n'avait pas échappé à son passé et il s'y était réconcilié. La blessure qu'il portait depuis 2 décennies ne s'était pas effacée, elle était devenue cicatrice, marque de survie plutôt que de douleur. Ce vide qu'il croyait incurable s'était rempli de quelque chose d'inattendu, une famille. Helena leva les yeux de son arrosoir et lui adressa un sourire franc, profond, qui atteignit ses yeux. Matteo, remarquant l'échange, hocha la tête avec gravité. Les enfants, voyant leurs parents tourner le regard vers Miquel, agitèrent la main en riant. Miquel leur répondit d'un geste, un sourire timide aux lèvres. À cet instant précis, il sut qu'il n'était plus un fantôme errant sur une terre oubliée. Il était vivant. Il était un mari, un père, un ami, un protecteur. Il n'était plus le soldat en fuite, mais l'homme revenu de la guerre intérieure qu'il menait depuis trop longtemps. La paix qu'il avait tant cherchée ne se trouvait pas dans la solitude, mais dans le cœur des autres. Parfois, les lieux les plus silencieux ne sont pas ceux que l'on découvre, mais ceux que l'on construit ensemble faits de gestes, de regards et de fidélité. Et souvent, ce sont les animaux, ces compagnons silencieux, qui tissent le premier fil invisible entre les âmes. Hope, la gardienne fidèle, avait été ce fil. C'est elle qui, par son instinct, l'avait conduit à la mine, vers la famille en détresse. Et c'est elle encore qui, sans un mot, l'avait aidé à comprendre que la vie ne se reconstruit pas seule. Miquel avait cherché un refuge contre le monde. Mais il avait trouvé bien plus, un sanctuaire, une famille, un sens. Là, au cœur des montagnes, il avait enfin compris que la véritable paix ne réside pas dans l'éloignement, mais dans l'amour partagé. Ce soir-là, tandis que les derniers reflets du soleil glissaient sur les cimes, il posa une main sur la tête de Hope et murmura, presque pour lui-même. « On est rentré, ma belle. » Le vent, doux et tiède, emporta ces mots dans la vallée. Et dans le crépuscule, la cabane de Silver Creek brillait d'une lumière nouvelle, celle d'un foyer conquis sur la solitude.